Les ressources naturelles appartiennent au peuple et que donc l'exploitation de ces ressources naturelles doit profiter et améliorer le bien-être des Sénégalais. Depuis ce matin, on l'a dit, on parle de contenu local. Le contenu local, c'est simplement effectivement arriver à ce que ce qui est dans la Constitution soit la réalité, c'est-à-dire que les personnes physiques et morales puissent profiter de l'exploitation de ces ressources naturelles. C'est comme ça qu'on peut résumer ce qu'est le contenu local. Eh bien, pour pouvoir le faire, effectivement, Farid l'a dit, on doit former les gens, on doit capaciter les personnes et bien sûr nos entreprises afin qu'elles puissent donc profiter de ces opportunités qu'il y aura dans ce secteur-là lorsqu'on commencera l'exploitation de nos ressources naturelles. Mais peut-être qu'on devrait démarrer avec vous expliquer où on en est, peut-être s'il y a des personnes qui ne savent pas exactement où on en est par rapport à cette exploitation de nos ressources naturelles et gazières. Et donc, je vais commencer par M. Boissy pour qu'il nous explique où en sommes-nous dans cette exploitation. On entend beaucoup parler de First Oil et de First Gas l'année prochaine. Où en sommes-nous exactement, M. Boissy? Bonjour, DG. Je ne sais pas si je vais présenter ou... Ok. Bon, déjà, je vais me présenter. C'est M. Frédéric Boissy. Je suis ingénieur géologue, diplômé de l'Institut des sciences de la Terre, devenu École nationale supérieure des mines et de la géologie. Je suis à Petrosen depuis bientôt 10 ans, où j'occupe maintenant le poste de chef du département promotion. Je ne sais pas, Ok. Si je vais présenter. Ok. La présentation est calée ou pas? Non, mais ça, c'est la présentation du modérateur, là. Nos amis de la régie, là, il faut être un peu plus efficace que ce matin. Hein. Je vous ai vu avec votre vidéo, là. Finalement, quelqu'un l'a vu, cette vidéo, ou pas? Non? Esther? Ça, c'était un mauvais exemple de contenu local. N'est-ce pas? Bon, on va s'améliorer. Je suis sûr que d'ici demain après-midi, on aura enfin l'opportunité de regarder cette vidéo. Voici, c'est à toi. Ok. Nous allons donc parler brièvement des opportunités d'investissement dans le secteur du pétrole et du gaz, la vision de Petrosen EP. Donc, nous avons donc proposé l'agenda suivant. Nous allons présenter la société. Nous allons un peu revenir sur l'historique de l'exploration. Nous allons parler des découvertes récentes. Nous allons un peu parler des blocs ouverts, puisqu'il s'agit de parler d'opportunités d'investissement pour le secteur privé, national peut-être. Nous allons parler un peu du régime fiscal. Nous allons terminer par pourquoi investir au Sénégal. Alors, la Petrosen donc, a été créée en 1981, donc au lendemain du choc pétrolier de 1979, dont les implications ont provoqué avec la crise iranienne la mise en place d'un programme de redéploiement national dans le secteur de l'énergie au Sénégal. Donc en 1981, précisément au mois de mai 1981. Donc la société donc, a évolué au cours du temps pour aboutir en 2020 à une restructuration qui a abouti à la création d'une holding et de 2 filiales détenues à 100% par la société mère holding. Donc Petrosen EP, dont je fais partie, et Petrosen Trading and Service, dont le DG est ici présent. Alors, il est bon de revenir un peu sur l'historique de l'exploration au Sénégal. Il faut dire que les activités de recherche au Sénégal ont commencé dans les années 50, qui n'ont pas abouti à des découvertes, et que les premières découvertes ont été faites en 1961 au niveau de Diamniadio, donc qui ont été mis en production dans les années 81, donc avec le partenaire Tullow Petrosen et une compagnie sénégalaise privée. Donc ces découvertes de 61 ont été suivies des découvertes de Dome Flore
Domflor, c'est la zone qui se situe entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, qui a fait l'objet d'un litige dans les années 60, dans les années 72, après l'indépendance de la Guinée-Bissau. Et donc, il s'agissait d'une découverte de pétrole lourd donc, dans cette zone commune entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, après quelques années de recherche qui ont débuté en 67. Alors, à la suite de ces découvertes, nous avons les découvertes de Gadiaga, dont l'exploration a commencé dans les années 76 et qui ont été en production dans les années 97 et dont la production continue jusqu'à présent au niveau de Gadiaga. Donc, après ces découvertes, il y a eu une période d'accalmie, à peu près 30 années où on n'a pas foré en mer. Donc, en 2014, après à peu près 30 années, donc nous avons fait la découverte de Sangomar, donc, où nous avons fait une découverte de 630 millions de barils au niveau de Sangomar. On reviendra là-dessus en parlant des projets. Donc, à côté de Sangomar, nous avons également fait une découverte au niveau du jugement de Fan, où nous avons découvert presque 250 millions de barils. Donc, Fan également, qui a son corollaire dans la partie sud, Fan Sud, nous avons également découvert 50 millions de barils. Donc, nous sommes avec nos partenaires de Woodside qui sont à côté, avec qui nous partageons le projet. Donc, à l'issue de ces découvertes, l'année suivante, nous avons fait les découvertes en 2015 au niveau de la zone frontalière entre le Sénégal et la Guinée et la Mauritanie, où nous avons découvert presque 20 TCF de gaz. Donc, des découvertes qui se sont enchaînées en 2016-2017, donc avec les découvertes de Teranga et de Yakar, dans la partie Kayar offshore, donc qui nous fait 20 TCF également dans la partie Kayar offshore. Donc, à ce jour, nous avons une bonne couverture en termes d'exploration au niveau du bassin sédimentaire sénégalais, où nous avons presque 60 000 km de sismique 2D, presque 30 000 km² de sismique 3D, et bon, nous avons un ratio d'à peu près un puits par 1300 km², qui demeure toujours faible comparé à d'autres pays. Donc, comme abordé précédemment, nous allons un peu passer en revue les différents projets. Donc déjà, le projet Grande Tortue Ahmeyim, qui est en phase de développement. Donc, je disais tout à l'heure que la découverte a été faite en 2015. Donc, à travers les puits d'exploration de Gumbel 1 qui a été réalisé dans la partie sénégalaise et le puits de Tortue 1 qui a été réalisé dans la partie mauritanienne. Alors, actuellement, comme vous le voyez, ça c'est un petit résumé du projet. Nous sommes à 90% de phase d'exécution du projet. Donc, les puits de développement qui vont servir à la production sont déjà réalisés. Nous sommes actuellement en train de finaliser les travaux sous-marins, la pose des conduites sous-marines. Donc, l'idée de ce projet est de produire 2,5 millions de tonnes de gaz donc, pour la phase 1. Donc, bien entendu, il y aura d'autres phases qui sont prévues. Donc, avec un investissement d'à peu près 5 milliards. Donc, en arrière-plan, le bateau que vous voyez est le futur FPSO qui va faire le traitement du gaz. Donc, actuellement, dans le projet également, il est prévu dans la première phase, donc, de produire 70 millions de mètres cubes de gaz, qui sera partagé entre les deux pays, 35-35 pour la phase 1. Donc, en complément aussi du LNG qui sera produit. Donc, pour ce projet, donc, à peu près plus de 130 000 bénéficiaires de Sénégalais ont bénéficié de ce projet. Donc, nous avons à peu près 1600 emplois créés, donc près de 300 PME qui ont bénéficié de ce projet. Et je pense que ça continue, donc avec des programmes sociaux de réflexion au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis. Donc, avant de passer au projet Sangomar, juste dire que nous pensons délivrer le first gaz en janvier 2024.
Aujourd'hui, nous attendons sur site peut-être d'ici le mois de décembre le FPSO pour pouvoir délivrer le first gaz en janvier 2024. Donc là, c'est le projet Sangomar en résumé, avec en arrière-plan, on a vu tout à l'heure les ingénieurs de l'INPG qui étaient à bord du FPSO Léopold Sédar Senghor, que vous voyez ici en arrière-plan au niveau de ce slide, qui fera le traitement du pétrole qui sera issu du champ de Sangomar. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 630 millions de barils découverts sur Sangomar, donc, dont le FID a été signé en 2020. Donc, nous pensons avoir le first oil, le premier baril, donc en juillet 2024. Donc, l'idée est de produire 100 000 barils jour pour la première phase, avec un investissement de presque 5 milliards de dollars. Et donc, actuellement, nous sommes en train de finaliser la campagne de forage. Donc, il s'agissait de forer 24 puits de développement pour pouvoir atteindre les objectifs de production de 100 000 barils jour. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit, en train de finaliser les derniers puits de développement et nous pensons commencer la production donc, au plus tard en juillet 2024. Donc, ce projet également, du point de vue contenu local, donc, nous pouvons noter qu'il y a à peu près 33% de fournisseurs qui ont été, je suis avec mes amis de Woodside qui pourront compléter peut-être, qui sont à la table là, n'est-ce pas? Aliou. Donc, nous avons également un taux de recrutement qui est proche de 50%. Donc, voilà. Donc, en plus de ces deux projets phares, nous avons également le projet Yakar Teranga, dont le FID n'est pas encore signé. Donc, où nous nous attendons à produire 20 TCF de gaz à partir des découvertes qu'on a faites sur Teranga et sur Yakar. Donc, 5 TCF sur Teranga et 15 sur Yakar, donc il fait un total de 20 TCF. Et nous pensons avoir un peu plus. Donc, l'idée de ce projet est de répondre un peu aux objectifs stratégiques du pays, qui est un peu la stratégie Gaz to Power. Donc, délivrer de l'électricité à bas coût et donc aussi fournir du gaz domestique, à peu près 150 millions de mètres cubes. Il y a aussi cette volonté de créer des usines à terre, notamment pour pour la production d'ammoniac. Je pense que mon ami Fari reviendra là-dessus. D'urée et de fertilisants pour permettre et d'engrais du moins, pour permettre aux agriculteurs d'augmenter les productions. Donc, nous nous attendons à des investissements entre 2 et 3 milliards de dollars. Donc, nous pensons que le FID pour ce projet, s'il y a bien entendu des partenaires qui pourront nous accompagner avec Petrosen, Cosmos, BP n'étant plus là, nous pensons que le FID pourra être signé au plus tard 2025 et que le premier gaz peut-être sortira en début 2027. Donc, nous continuons toujours les activités d'exploration. À ce jour, nous avons 16 blocs ouverts en offshore. Donc, il faut dire que, comme je le disais tout à l'heure, le bassin est couvert en termes d'acquisition sismique, 2D ou 3D. Donc, nous avons 16 blocs toujours ouverts en offshore. Donc, pour certains blocs, dans les 16, nous avons 4 qui faisaient l'objet de rendu sur la partie nord où on travaille avec BP, mais également sur la partie sud où on était avec Woodside, Kern et les autres partenaires. Donc, dans la partie sud, nous avons le bloc de Fan, le bloc couvert par les puits de Fan et de Fan South qui est ouvert, donc où les deux puits Fan et Fan 1 et Fan South qui ont fait des découvertes de pétrole. Et donc, dans la partie aussi contiguë à Yakar Teranga, nous avons un bloc ouvert qui fait l'objet de rendu, en plus des 2 blocs dans la partie supérieure. Donc, dans la partie onshore également, nous avons 5 blocs ouverts, donc, ce qui implique donc la nécessité de poursuite des activités de promotion, pour dire que le bassin est toujours sous-exploré. Donc, ça c'est juste un peu pour montrer, c'est des données techniques qui montrent un peu le travail qui est en train d'être fait par les équipes
pour montrer le potentiel du bassin du nord au sud. Donc, c'est des modèles de dépôt. Bon, ça parle plus aux ingénieurs. Bon, on va passer sur ça. Pour montrer que le bassin, voilà, on a pas mal de dépôts et qu'il est prolifique. Donc, nous attendons les investisseurs, pourquoi pas le secteur privé national, pour nous accompagner à mettre en évidence les prospects que nous avons identifiés au niveau du bassin sédimentaire. Du point de vue régime fiscal, donc juste un petit rappel. Bon, il faut dire que nous avons depuis 2019 un nouveau code pétrolier, donc avec une période d'exploration avec 3 phases, donc une période initiale qui s'étend sur 4 ans, avec 2 possibilités de renouvellement de 3 ans chacun. Donc nous avons également une période d'exploitation qui s'étend sur 20 ans, avec une possibilité d'extension de 10 ans. Donc, la participation de Petrosen est 10% portée, qui peut être élevée à 20% durant les phases d'exploitation. Donc, pour le moment, l'État du Sénégal applique donc un impôt sur le revenu de 30%, récupérable sur le bénéfice net. Donc, toujours du point de vue loyer superficiaire, nous appliquons les barèmes suivants, $30 donc, par kilomètre carré et par an, pour la période initiale. Donc, pour la première phase, pour le premier renouvellement, $50 par kilomètre et par an. Et pour le second renouvellement, nous sommes à $75 par kilomètre et par an. Donc, les coûts, le recouvrement des coûts pétroliers est fonction de la zone d'activité, donc de l'onshore jusqu'à l'offshore ultra deep. Donc c'est des barèmes que nous appliquons. Il va de soi que quand on est en offshore ultra deep, les investissements sont beaucoup plus conséquents et que par conséquent, nous permettons une récupération des coûts pétroliers pouvant atteindre 60%. Comparé à la partie onshore où peut-être les investissements sont un peu moindres, nous permettons des récupérations de l'ordre de 55%. Donc, en termes de redevance, donc, elle est fixe s'il s'agit du gaz, qui est de 6%. Donc, s'il s'agit du pétrole, donc, nous avons des barèmes qui vont de 7 à 10%, suivant la zone des opérations. Donc, en termes de récupération, de partage de production, nous appliquons un facteur R, qui est le quotient des revenus cumulés sur les investissements, et qui peuvent aller de 40 à 60% suivant les variations du facteur R. Je vais terminer par Sertial, juste pour dire pourquoi investir au Sénégal. Donc, nous avons des infrastructures de qualité, donc un environnement favorable pour les entreprises. Donc, du point de vue géologique, nous avons identifié des roches-mères, donc plusieurs systèmes pétroliers ont été identifiés. Donc, nous avons voilà, des zones qui n'ont pas été testées, notamment le bassin paléozoïque à ce jour. Donc, nous avons des projets de classe mondiale. Donc, je parle des 2 projets qui ont été exécutés, dont les FID ont été exécutés, ont été signés rapidement. Donc, nous avons également une stabilité politique et démocratique. Donc, tout ceci font que le Sénégal est compétitif et peut valablement accueillir des investisseurs dans le secteur. Merci de votre attention. Merci infiniment, Boissy. Alors, j'ai des questions que j'ai entendues dans le public, là. Peut-être que tu pourras y répondre. La première question est, parce que je reconnais certaines têtes, là. Je vois des gens qui ont beaucoup d'argent ici. Alors, on nous a dit que BP allait se retirer de Yakar Teranga. Et que donc, à la fin, Petrosen et Cosmos vont être à 2. Ils vont chercher un autre investisseur pour être le 3e investisseur pour ce projet Yakar Teranga. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a certains qui ça pourrait intéresser. On parle de combien à peu près pour être le 3e investisseur? Alors, ce que je voulais dire d'abord d'emblée, c'est que je pense que les projets pétroliers, de façon générale, doivent obéir à 3 aspects. Donc, le premier aspect, c'est l'aspect stratégique du pays dans lequel on travaille.
Donc le second, c'est l'aspect économique, et le troisième, peut-être, c'est le transfert de compétences. Donc l'aspect stratégique, c'est de voir dans la politique du pays où on travaille, c'est quoi la stratégie. Au Sénégal, c'est la stratégie Gas to Power, qui est de délivrer de l'électricité à bas prix et de fournir du gaz domestique. Donc pour tout partenaire qui devra travailler avec le Sénégal, je pense que ces objectifs doivent s'aligner avec l'objectif stratégique du pays. Donc le second aspect, c'est l'économie. Est-ce que les Sénégalais pourront tirer parti de ces projets? Donc il s'agit de créer des unités peut-être à terre, qui vont créer plus d'emplois peut-être, que de faire des tuyaux qui vont ramener le gaz directement à la vente ou qui vont mettre le produit sur des bateaux qui vont être acheminés pour la vente. Donc, en termes de création d'emplois et de valorisation du projet, je pense qu'il y a des différences. Donc ça, c'est des aspects économiques qu'il faudra prendre en considération. Et l'autre aspect, c'est le transfert de compétences. Est-ce que le projet entre en droite ligne avec les idées, avec les objectifs de transfert de compétences? Nous voulons, nous, Sénégalais, et peut-être les générations, nos petits frères, qu'à l'issue des premières phases, que 10 ans après, qu'ils soient en mesure de diriger ces différents projets ou de mener d'autres projets à bout. Vous pouvez ma question, mais ce n'est pas grave. Je pense que vous avez à peu près compris qu'il faut beaucoup d'argent pour être l'investisseur dont on parle dans ce projet-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que le projet, comme on a dit, BP a quitté, donc il y a une reconfiguration et le projet est ouvert pour l'investissement. Donc BP détenait 60% pour le moment, qui est partagé entre Petrosen et Cosmos. Donc Cosmos qui reçoit les 45 et Petrosen les 15 pour le moment, et qui seront toujours portés par Cosmos. Très bien. En attendant d'avoir un investisseur, peut-être un privé national sénégalais. Exact. Merci, merci M. Boissy. Je vais passer à Joseph Médou. Joseph Médou aurait pu faire en fait toutes les présentations, aussi bien la présentation de EP que la présentation qu'il va nous faire aujourd'hui maintenant sur RGS, et il aurait pu même parler de TS parce qu'effectivement il fait partie des anciens de Petrosen. Donc je vous demande d'accueillir M. Joseph Médou sous vos applaudissements. Merci DG Manar pour cette introduction. C'est vrai que je suis un dinosaure dans l'explo. J'aime la paléonto. Mais je tiens tout d'abord à saluer l'assistance et merci d'être resté. Et à remercier mon cher TS, comme disent les anglophones, Technical Secretary. C'est eux qui me louent le 3e étage du bâtiment. On est voisins, on est parents. Juste pour compléter DG Adjibou, je n'ai pas fait l'INPG, mais j'ai quand même 3 ingénieurs de l'INPG dans mon équipe. Et je suis très fier d'eux, je vous remercie. Alors, mon cher DG Manar me demande de parler un peu du réseau. En résumé, ils disent RGS, mais je préfère dire réseau gazier du Sénégal parce que si on dit RGS, on pense aux renseignements généraux. Or, c'est la police, bon, il faut faire attention. Donc, j'ai 3 points à aborder cet après-midi. Donc, le premier, il faudrait que je vous présente la société Réseau Gazier du Sénégal. Donc, et vous présenter par la suite le réseau, ce que compte faire l'État du Sénégal, les opportunités qu'offre ce réseau en termes d'investissement, en termes d'opportunités aussi, et aussi terminer un peu par les perspectives. Slide suivante. Ouais. Il faut appuyer une autre fois et une autre fois. Donc, le réseau gazier a été créé en novembre 2019 suite aux découvertes de pétrole, surtout de gaz que nous avons eu avec les champs de GTA, Yakar Teranga, Sangomar. Sangomar, on a un peu de gaz aussi. Donc, et à la mise en place de la stratégie Gas to Power en 2018. Donc, il fallait, à la production de ce gaz, il fallait avoir un réseau pour transporter ce gaz, principalement avec la stratégie Gas to Power au niveau des centrales électriques. Donc, voilà pourquoi l'État a créé le réseau gazier du Sénégal, qui a en charge, en fait, suivant. Voilà, tout ce qui est construction,
stockage, gestion en fait de ce réseau de gazoducs que je vais vous détailler tout à l'heure. Revenez un peu en arrière, s'il vous plaît. Donc, les actionnaires, j'ai comme actionnaire Petrosen Holding à hauteur de 51%. Nous avons le fonds souverain, le fonds 6, à hauteur de 39%. Et bien sûr, nos partenaires de Sénélec qui sont à hauteur de 10%. Donc là, vous avez une slide qui vous montre un peu le réseau. Je préférais faire une présentation au lieu de parler sans présentation, parce que si on vous montre si on parle de réseau, il faut qu'on vous montre la carte avec les couleurs pour chaque segment, pour vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec le réseau, en collaboration avec les découvertes, mais aussi avec le secteur aval, dont mon cher jeune va parler tout à l'heure de pétrosynthèse. Alors, l'idée, c'est quoi du réseau? L'idée, c'est de récupérer le gaz des champs de GTA au nord, les champs de Yakar Teranga au large de Kayar, et aussi le gaz de Yakar de Sangomar, pour le transporter principalement vers les centrales électriques de la Sénélec, qui sont bien sûr, comme vous le savez, le long de la côte entre Saint-Louis, Mboro, Tobène, Dakar, Sendou, jusqu'à Mbour, Mbour avec la centrale de Malicounda. Et aussi, essayer de joindre, en même temps alimenter les industriels, ce qui fait des opportunités d'investissement aussi pour le privé sénégalais. On va y revenir tout à l'heure. Donc, on a fait un design de ce réseau qui va quitter Saint-Louis, en passant par Tivaouane, bien sûr, Dakar, bien sûr, il y a Cap des Biches, jusqu'à Malicounda. Et le total de ce réseau sera à peu près de 400 km. Bon, on pourrait l'étendre à l'intérieur du pays au besoin. Donc, on l'a subdivisé en plusieurs segments avec les couleurs. Vert, c'est de Dakar, de Saint-Louis à Tivaouane. Bleu, il récupère le gaz de Yakar Teranga pour l'acheminer vers Tivaouane, Mboro, Tobène et Cap des Biches, Sendou. Et le orange, en fait, il va transporter le gaz vers Malicounda. On verra tout à l'heure les détails, en fait. Donc là, nous avons un peu plus de détails sur le segment bleu, qui a fait l'objet d'une étude de préfaisabilité en 2021. Et cette année, on a finalisé au mois de septembre l'étude de faisabilité. Et vous voyez un peu le tracé qui quitte l'usine de Yakar Teranga, qui part sur les centrales de Tobène, qui sera convertie. Mais aussi, il y a une nouvelle centrale qui va être construite au niveau de Mboro. Mais le plus gros centre, c'est en fait au niveau du sud des Cap des Biches, où Sénélec a 600 mégas, dont certaines unités vont être converties, les autres, plus les nouvelles centrales de WAE, qui va être mise en service en début d'année prochaine. Et aussi Sendou, qui est au charbon et qui va être reconverti au gaz et aussi doubler les capacités ou même tripler les capacités au niveau de Sendou. Ce qui fait que ce segment bleu sera capable de transporter 713 millions de mètres cubes par jour. Donc voilà pourquoi il faut que nos amis de Petrosen EP développent rapidement le gisement de Yakar Teranga. Et je pense que, bon, il n'a pas, DG Manar l'a dit, hein, il faut beaucoup d'argent. Je pense que si je ne me trompe, à 33% avec 3 millions de dollars, il faut à peu près 1 milliard de dollars. Donc voilà ce qu'il faut investir pour ce projet de Yakar Teranga. Mais il est important parce que c'est un des piliers sur lesquels nous sommes basés pour déployer la stratégie, aussi bien gaz to power que gaz to industrie. Donc là, vous avez un peu les caractéristiques de ce gazoduc. Ce serait un gazoduc qui aurait un diamètre de minimum 16 pouces à 24 pouces, c'est-à-dire il peut transporter beaucoup de gaz. Donc on cible aussi les industriels, comme vous pouvez le voir, les ICS, on a aussi Dangote et tout ce qui est cimenterie. L'objectif, en fait, on va le voir tout à l'heure, c'est essayer de baisser les coûts du poste énergie, aussi bien des centrales, mais aussi que des industriels. Mais aussi pour les cimenteries, l'autre objectif recherché, c'est de baisser leur empreinte carbone en leur faisant basculer du charbon, en fait, au gaz. Donc là, pour ceux qui sont intéressés à participer à l'investissement, vous avez un peu les coûts en francs CFA aussi, bien sûr qu'en dollars. Bon, en francs CFA, ça va faire à peu près 127 milliards. En dollars, c'est à peu près 212 millions de dollars. Donc, je sais que je comprends mieux maintenant pourquoi, si je reçois certaines banques au niveau du réseau gazier, ils viennent déjà avec des connaissances au niveau du pétrole. Ils ont dû passer par l'INPG.
Donc là, c'est le segment orange. Le segment orange
il va présenter à ma place, comme je vous ai dit, parce que c'est lui qui avait préparé cette présentation. Mais je vais vraiment vous demander d'applaudir Fary pendant qu'il va se déplacer pour aller vers le podium. Fary, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l'auteur du livre L'or noir du Sénégal, et donc il enseigne un bout de tout ce qui est des contrats, etc. C'est, je peux le dire sans risque de me tromper, il fait partie de l'avenir du Sénégal dans le domaine du pétrole et du gaz. Donc je vous demande encore une fois d'applaudir Fary Ndao. Merci Manar pour ces mots. Je salue également Frédéric et Jo. Pourquoi je les appelle comme ça? Parce que ce sont des aînés également de l'IST. Je pense qu'Agibou a plein de goût en prenant beaucoup de géologues à l'IST. Mais il vise large et prend tous les jeunes ingénieurs du Sénégal. Alors, moi, je vais vous entretenir